Bonjour à tous, nous allons vous parler aujourd'hui de problèmes d'audition, puisque c'est un problème, la surdité, qui touche près de 5 millions de personnes en France et qui éloigne de toute vie sociale, et seulement finalement 15% des personnes sont appareillées. Alors on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur Philippe Michel Poisson, qui est audioprothésiste. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou à mes côtés. Bonjour. Alors, on va parler notamment de ce dépistage et de l'importance, je crois, de savoir qu'il y a une baisse, parce qu'il y a finalement beaucoup de temps qui se passe entre le moment où on a ce problème d'audition, voire de surdité, et qu'on vient voir des professionnels comme vous qui sont là pour aider et accompagner ces gens qui ont des problèmes. Alors c'est vrai que c'est difficile en fait de les faire venir chez vous, ils mettent peut-être trop de temps. Peut-être un peu trop, parce que ça s'installe progressivement en fait, la surdité. Et on pense que l'oreille est au maximum de sa forme aux environs de 15 ans. Donc ça baisse progressivement, sauf accident vraiment perte brutale. Et à ce moment-là, on s'habitue à entendre un petit peu moins bien. Et on ne se rend pas toujours compte qu'on a perdu une partie des fréquences, principalement aiguës, qui fait qu'on entend toujours, mais on a du mal à comprendre. D'accord. Et c'est un très long processus. Alors pour les personnes âgées, c'est très différent, mais je crois qu'il y a quand même 2 millions de personnes de moins de 55 ans, donc une population jeune qui a ces problèmes d'audition. Je dirais qu'avec l'âge, on est plus préparé, mais il y a des tas de gens dans leur environnement professionnel, ou voire même les enfants. Oui, on fait d'ailleurs beaucoup d'informations maintenant, parce que c'est très important. On a les problèmes des baladeurs, on aura certainement des séquelles, parce qu'il y a un rapport entre l'intensité à laquelle on écoute un son et la durée. Donc quand on écoute un baladeur et qu'on le met à fond, quand on ne met pas un niveau de confort mais qu'on le force, on est sûr qu'on aura des séquelles au niveau auditif. Donc on se prépare, on peut penser qu'on aura à l'avenir encore plus de personnes malentendantes. On peut dire quand même aussi, pour rappeler, que le son crée un traumatisme sur les cellules auditives et les structures auditives, et que c'est un vrai traumatisme. Oui, c'est la seule partie du corps qui ne cicatrise jamais. Voilà. Ce qui a été perdu est perdu définitivement. Comme la destruction est vraiment mécanique, c'est la vibration des liquides dans l'oreille interne qui détruisent les cellules ciliées, à ce moment-là, ce qu'on a perdu, c'est absolument irrécupérable. Le mécanisme du son est compliqué, mais bon, pour faire simple, il y a des vibrations. Ces vibrations, elles sont transmises à l'oreille, qui elles-mêmes sont transmises par l'intermédiaire des cils, qui les conduit à l'oreille interne. Donc, si on perd dans cette chaîne-là une des composantes, on n'entend plus. Exactement. Exactement. Alors selon la composante qui est perdue, on va perdre plutôt les sons graves, plutôt les sons aigus, ça va être plus ou moins rapide d'apparition, mais il faut penser que sauf quelques problèmes de transmission, c'est-à-dire un tympan perforé ou une chaîne ossiculaire, enfin quand c'est mécanique et qu'on peut intervenir chirurgicalement, pour le reste, c'est perdu de façon définitive. Donc c'est très important quand même de prendre des précautions, parce que c'est un peu dommage de perdre la communication. C'est la communication. Pas à fond les MP3 et autres baladeurs. Pas à fond les baladeurs. Pas à fond les baladeurs. Pas à fond non plus dans les soirées, les discothèques, concerts, etc. il y a des concerts. Une réglementation par rapport à ça, qui est plus ou moins respectée en fonction des... Le volume sonore est souvent vraiment plutôt au-dessus, y compris la télévision, etc. On voit même le volume sonore. On en parle ici, au moment des publicités augmentées, et on habitue, moi je fais la comparaison avec le sel, quand on s'habitue à manger peu salé, finalement on y arrive très bien, et quand on diminue le son, on voit qu'on entend tout à fait bien, qu'on n'a pas besoin d'avoir des volumes trop importants. Oui, tout à fait. C'est une éducation aussi. Il y a une campagne nationale qui aura lieu cette année le 15 mars, c'est une journée d'information sur la surdité. L'année dernière, par exemple, journée nationale d'audition, l'année dernière, l'accent était particulièrement mis sur la protection justement vis-à-vis des sons forts. C'était, ça fait ne pas casser ses oreilles, c'était un peu c'était tourné vers les jeunes, orienté vers les jeunes, parce que c'est très important pour l'avenir. L'expression qui me casse les oreilles, exactement. C'est vraiment ça, exactement. Elle vient de là. Alors, on vient de parler un peu de ce dépistage. Moi, j'aimerais vous entendre sur tout ce qui est prothèse auditive, parce que les gens en ont, pour ceux qui ne savent pas du tout, l'idée que c'était un peu archaïque, alors qu'aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été... C'est colossal dans votre métier, ce qui s'est passé sur les dernières années avec le numérique, je crois, l'arrivée de... C'est des petites...
peut-être même j'en aurais une que vous ne le sauriez pas. Exactement, si j'en ai bien, vous ne l'auriez pas vue. Mais personne ne le sait, j'en ai une. Et on fait passer des informations là derrière. Mais c'est quoi alors ces prothèses auditives? Il y a différentes prothèses, il y a le contour d'oreille. Alors à quoi servent chacune? J'aimerais que vous en parliez. Alors la forme, c'est quand même un peu secondaire finalement. C'est un peu un choix, sauf vraiment impératif, parce qu'on ne pourra pas, sur une surdité profonde, extrêmement importante, mettre un appareil de toute petite dimension. Un intra-auriculaire ne conviendra pas. On ne pourra pas passer assez de puissance. L'intra-auriculaire, c'est celui qui rentre complètement dans le conduit et il n'y a rien qui apparaît à l'extérieur de l'oreille. C'est une petite surdité, enfin je sais pas si d'ailleurs. Oui, c'est ça, surdité légère ou moyenne, ça convient tout à fait, mais les inconvénients liés à l'intra-auriculaire qui peuvent créer des résonances, c'est-à-dire quand on parle, quand on mange, on peut s'entendre un peu comme si on était enrhumé, peuvent être détournés par des appareils contour d'oreille, mais maintenant de très petites dimensions, avec des tubes extrêmement fins, voire un écouteur déporté dans le conduit. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose de très discret, mais on ne bouchera pas le conduit, donc on n'a pas du tout d'impression de résonance, donc de sensation d'autophonation, c'est-à-dire l'impression comme quand on est enrhumé, ou quand on descend dans la montagne, et ça c'est assez désagréable. Voilà. Mais le plus gros progrès, c'est ce qui se passe à l'intérieur en fait. On est passé, nous, de la télévision en noir et blanc à la télévision en couleur. La télé est toujours la même, mais par contre, ce qu'il y a dedans, alors c'est vraiment complètement différent. Donc on a des appareils maintenant à traitement numérique, ils analysent plus de 100 000 fois par seconde ce qui se passe autour, ils gèrent eux-mêmes les sifflements, ils vont gérer les bruits, et on peut à ce moment-là avoir une meilleure compréhension, même dans des ambiances bruyantes. On ne sait pas tout résoudre, mais le bruit pour un appareil, c'est ce qui n'est pas de la parole. Donc on arrivera un petit peu à des limites quand on est dans un banquet. C'est-à-dire que ça perçoit certaines fréquences et pas d'autres. On va moins amplifier les zones où le bruit apparaît. C'est-à-dire si pendant qu'on parle, il y a un scooter qui passe derrière, l'appareil sait que c'est pas de la parole, il va baisser la zone fréquentielle correspondant au moteur du scooter. Automatiquement. Donc là, une meilleure émergence. Les limites de ces systèmes-là, aujourd'hui, sont dans une ambiance de cocktail, dans une ambiance de banquet. Parce que là, c'est la parole contre la parole et on ne sait pas faire le tri. Oui. L'appareil ne sait pas si je parle à Pierre Paul ou Jacques, en fait. Voilà. Donc là, on est coincé, on n'arrive pas à traiter pour avoir un meilleur rendement. On va supprimer les bruits de fourchette, le brouhaha du restaurant, mais on a encore des choses à acquérir. On a besoin encore de faire des progrès. Mais en fait, c'est vraiment extraordinaire. On peut être à un banquet. Enfin, c'est vrai que notre grand-mère, elle ne pouvait pas participer au banquet si quand elle avait le tour d'oreille d'il y a 20 ans, c'était pas possible. C'était pas possible tellement c'était insupportable ces bruits de fourchette. Voilà. Alors d'abord, tous les appareils numériques, indépendamment du traitement de bruit qu'on évoquait, sont des appareils à amplification proportionnelle. Ça veut dire que l'appareil va amplifier plus quand on est dans le calme. Et ça, c'est bon à la maison, parce que je vous entends, même si vous êtes un peu plus loin en train de parler ou tourner au fond de la pièce. Mais en même temps, il va se baisser automatiquement parce qu'il y a un bruit fort. C'est-à-dire qu'il va être moins fort pour les bruits forts et plus fort pour les sons faibles. Et ça, c'est le plus gros progrès. Après, la reconnaissance de la parole dans le bruit, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un supplément qui permet à des personnes qui sont dans des ambiances bruyantes, dans des ateliers ou dans des bureaux avec des machines derrière ou des imprimantes, d'avoir une meilleure compréhension. Mais ce n'est pas forcément la priorité pour tout le monde. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir un appareil très haut de gamme pour avoir une bonne satisfaction. C'est pas du tout. C'est plus le choix de l'appareil ou du traitement numérique sera fait en fonction de l'usage que l'on va faire de son appareil. C'est-à-dire, en fait, dans quelle ambiance on vit. Si je suis tous les jours à table avec 6 personnes, je n'aurai pas les mêmes besoins. Ou si je suis serveur dans un restaurant, je n'aurai pas les mêmes besoins qu'un client occasionnel du restaurant. Ou si je vis plutôt dans une ambiance calme à la maison, ou je vais parler avec 1 ou 2 personnes, écouter la télévision, enfin, dans une ambiance acoustiquement très simple. Voilà. Alors c'est les contours d'oreille intra-auriculaires. Je voulais vous entendre parler des lunettes auditives. C'est un contour d'oreille. Non, c'est un contour d'oreille qu'on attache sur le bout de la branche. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui utilisent en permanence et l'appareil de correction auditive et la lunette. Mais en fait, on se sert de la lunette comme support. Oui, la forme d'appareil maintenant ça évolue, donc c'est plutôt le contour d'oreille classique avec un embout classique, l'intra-auriculaire de l'autre côté, et entre les deux, ces nouveaux appareils qui apparaissent, qui sont des micro-contours, donc vraiment un contour d'oreille minuscule avec un tube invisible et soit une tétine qui rentre dans l'oreille, soit un écouteur qui est déporté dans le conduit.
Donc en fait, la lunette auditive, ça disparaît, un peu comme le boîtier. Les anciens boîtiers n'existent plus. La lunette auditive reste un usage très particulier.